Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la table ronde Archives religieuses et enjeux de société. Nous sommes heureux de vous accueillir en grand nombre. Il y a plus de 210 personnes qui se sont inscrites à l'événement. Donc, malgré la pandémie, nous réussissons à réunir des intervenants touchés par l'avenir du patrimoine religieux québécois. Cette table ronde est présentée par le Comité des archives du Conseil du patrimoine religieux du Québec dans la foulée de la mise au jour sur la place publique de la grande précarité d'archives religieuses, plus particulièrement montréalaises. Car en effet, en août dernier, le journaliste Jean-François Nadeau signait un article dans Le Devoir annonçant le congédiement de tout le personnel de la Corporation Univers culturel de Saint-Sulpice. Cette corporation compte l'un des centres d'archives les plus importants au pays. Plusieurs archivistes, historiens, professionnels et chercheurs ont exprimé leur consternation et se questionnent sur l'accessibilité aux archives religieuses détenues dans le secteur privé. Cette précarité va de pair avec la diminution de la pratique et des vocations religieuses et qui s'accentue de jour en jour avec les fermetures d'églises et les déménagements de communautés qui se départissent de leur ensemble conventuel. Alors, cette précarité, elle est connue dans le milieu des archivistes religieux depuis de nombreuses années. Et maintenant, la question de l'avenir et de la préservation de ces archives est désormais non pas préoccupante, mais urgente. Merci donc à tous les panélistes qui ont accepté de se joindre à cette importante discussion, ainsi qu'à tous ces participants. Vous remarquez présentement que vos micros et caméras sont fermés. Ce sera le cas pendant la table ronde jusqu'à la période de questions réservée aux 40 dernières minutes de la séance. Pour poser une question, vous pouvez utiliser la fonction chat ou clavardage qui est disponible dans votre barre d'outils ou encore la fonction lever la main au moyen de laquelle je pourrai vous nommer et activer votre micro afin que vous puissiez poser votre question en mentionnant à quel intervenant elle s'adresse. Pour favoriser la clarté des échanges, merci de poser des questions concises. Enfin, notez que les échanges seront disponibles en rediffusion sur la chaîne YouTube du Conseil du patrimoine religieux du Québec. Avant de céder la parole à l'animateur, je tiens à remercier chaleureusement M. Richard Bégin d'avoir accepté ce rôle. Président de la Fédération Histoire Québec depuis 2005, membre de la table de concertation du patrimoine religieux de l'Outaouais depuis 2009 et administrateur du Conseil du patrimoine religieux du Québec depuis 2012, M. Bégin est un témoin et un acteur de longue date sur la question patrimoniale au Québec. Après des études universitaires en histoire, en sciences politiques et en administration des affaires, il fait carrière pendant plus de 30 ans en communication et affaires publiques au gouvernement du Canada, notamment aux archives publiques et au bureau du conseil privé. Décoré notamment de l'Ordre de Gatineau et de la Médaille de l'Assemblée nationale du Québec, il est conseiller municipal de 2013 à 2017 à Gatineau, où il préside le comité consultatif d'urbanisme, le comité sur les demandes de démolition et la commission sur les aînés. Alors, nous trouvions qu'il était tout à fait désigné, donc d'un parcours très intéressant pour animer la discussion d'aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, accueillons M. Bégin. Bonjour, Richard. Bonjour. Merci beaucoup, Madame Picard, de votre introduction généreuse. Bonjour, Mesdames et Messieurs. Permettez-moi tout d'abord de préciser qu'en raison de clauses légales et de confidentialité et de réserve, M. Marc Lacasse, ancien coordonnateur du département des archives chez les prêtres de Saint-Sulpice de Montréal, n'a pu se joindre à la discussion. Il a en effet perdu le lien d'emploi qu'il avait depuis 1997 lorsque le département des archives a été fermé en août dernier. Il m'importe de mentionner tout de même que M. Lacasse est président du Comité des archives du Conseil du patrimoine religieux du Québec depuis 2006 et qu'il a travaillé dans diverses organisations telles que le Barreau du Québec, le Centre régional d'archives de la Naudière, l'École des hautes études commerciales, etc., et qu'il demeure une personne clé dans le domaine des archives religieuses au Québec,
et nous apprécions grandement sa contribution. Dans son mot de bienvenue au 5e colloque du Conseil du patrimoine religieux du Québec sur les archives religieuses en avril 2018, Marc Lacasse écrivait à juste titre, et j'aime bien sa façon de s'exprimer, « Sur l'échiquier des enjeux patrimoniaux, le patrimoine archivistique religieux est souvent abordé discrètement, tel un murmure dans une chapelle. » Pourtant, ces archives témoignent du rôle majeur joué par les communautés religieuses dans les différentes sphères de la société québécoise d'hier à aujourd'hui. En fait, quand on parle d'archives religieuses, ça regroupe celles des communautés religieuses, des paroisses et des diocèses, et des mouvements, œuvres sociales et autres organismes ayant eu une dimension religieuse à leur origine et dans leur mission. Ces archives, comme on l'exposait dans le mémoire du CPRQ, le Conseil du patrimoine religieux, lors de la consultation publique sur le renouvellement de la politique culturelle du Québec en août 2016, sont menacées de disparition en raison des conditions de conservation inadéquates et faute de financement. Or, elles sont vitales pour documenter l'histoire de ces institutions religieuses, bien sûr, mais elles le sont aussi pour l'histoire de la société québécoise dans son ensemble, notamment pour ce qui est du milieu de l'éducation, milieu de la santé, le milieu de la culture et bien d'autres domaines. Même le syndicalisme, puisque c'est un groupe dirigé par une communauté religieuse qui a donné naissance éventuellement à la CSN dans la région. Ça a commencé dans la région ici à Hull. Dans un contexte de décroissance et de vieillissement des membres des communautés religieuses, mais également de recul de la pratique religieuse en général, qui amène la fermeture de paroisses, de diocèses même, l'intégrité de ces archives est en péril. Et l'on comprend très bien que les responsables religieux doivent avant tout assurer le bien-être de leurs membres vieillissants, se départir de leurs grandes propriétés, de leurs archives et de leurs artefacts. À titre indicatif, selon un sondage réalisé en 2016 par la Table de concertation des archives religieuses de la région de Montréal, on s'attendait à ce qu'en moins de 10 ans, 12 des 13 communautés montréalaises approchées ne puissent plus assurer la conservation de leurs archives. Or, depuis longtemps, il n'existe pratiquement aucune source de financement pérenne dédiée spécifiquement aux archives religieuses. Pour tout dire, les centres d'archives religieuses peinent à répondre aux besoins en conservation, en traitement, en accessibilité et en mise en valeur de leurs archives. Pire encore, c'est l'ensemble des centres d'archives privés au Québec qui sont présentement menacés. Plus de la moitié de ce qu'on appelle les services d'archives privés agréés ou SAPA, SAPA étant l'abréviation pour services d'archives privés agréés, sont affiliés à la Fédération Histoire Québec, que je préside depuis plus de 15 ans et qui existe depuis 1965. Et je ne parle pas ici de toutes ces archives privées, locales et régionales, conservées par plusieurs autres des quelques 300 sociétés membres de la Fédération Histoire Québec qui ne sont pas reconnues comme SAPA. Nous avons fait part à diverses reprises de nos préoccupations au plus récent ministre de la Culture et des Communications, et en particulier à Mme Nathalie Roy et à son cabinet, qui ont bien compris notre message, je crois, si on en juge par la réaction rapide de la ministre dans le cas des archives des Sulpiciens. La fermeture abrupte des archives des Sulpiciens a, rappelons-le, fait la manchette récemment et a soulevé un tollé de protestations, dont une lettre collective initiée par l'Institut d'histoire de l'Amérique française et signée par des centaines d'organismes et intervenants dans le milieu du patrimoine, comme la Fédération Histoire Québec et plusieurs de ses membres. Cela dit, c'est une démarche intéressante et encourageante que de prendre des mesures pour classer et protéger les archives religieuses. C'en est une autre, cependant, de les conserver selon les règles de l'art, de les rendre accessibles et d'y attribuer le personnel professionnel et expérimenté adéquat. Les années 1970 ont été très prometteuses pour la préservation et la mise en valeur de notre patrimoine collectif, qu'il s'agisse de bâtiments, de sites, d'artefacts, d'archives. Les Archives nationales du Québec ont alors vu leur mandat élargi et on a amorcé un vaste projet de régionalisation des centres d'archives à travers le Québec. Le 8 juillet 1972, on adoptait la loi sur les biens culturels qui constituait elle aussi une avancée importante pour la protection du patrimoine québécois. Il y eut plus de classements que jamais pendant cette période. La Direction générale du patrimoine, créée en 1972-73 au sein du ministère des Affaires culturelles, a atteint en 1975 des sommets inégalés depuis, soit 160 postes, dont 57 professionnels. Divers organismes en patrimoine virent le jour et connurent une croissance en nombre et en expertise. Mais depuis, et malgré l'adoption d'une première politique culturelle en 1992,
malgré les beaux énoncés de l'agenda 21C, c'est-à-dire l'agenda 21 sur la culture, et surtout en dépit de l'adoption en 2011 d'une nouvelle loi sur le patrimoine culturel qui a grandement élargi la définition du concept de patrimoine, on observe un véritable recul de l'engagement de l'État québécois dans ce secteur. Selon le rapport Courchaine-Corbeau, après avoir assisté à l'affaiblissement et même à la disparition complète de la Direction générale du patrimoine, la nouvelle Direction générale, depuis 2008, ne comptait guère plus de 27 ressources, dont 21 professionnels en 2016. De plus en plus de démolitions et de menaces de démolition de bâtiments patrimoniaux sont survenus depuis la mise en place de la nouvelle loi sur le patrimoine culturel en 2012. La Fédération Histoire Québec est littéralement assaillie de demandes d'intervention à cet égard et la ministre de la Culture est elle-même de plus en plus interpellée, comme elle en a elle-même fait l'état il y a quelques jours. Les subventions aux organismes en patrimoine ont stagné depuis un quart de siècle au moins, et sous le gouvernement Couillard, elles ont même été réduites, sinon abolies dans certains cas. Les SAPA sont à l'heure actuelle particulièrement menacés. Grâce à la mise en place de la Fondation du patrimoine religieux du Québec, qui est devenue depuis le Conseil du patrimoine religieux du Québec, il y a depuis 1995 des sommes importantes mais insuffisantes pour tenter de sauvegarder une partie de nos bâtiments religieux, essentiellement des églises. Mais il n'y a pas vraiment de budget significatif et spécifique pour les archives religieuses, alors que les communautés religieuses, les paroisses et les évêchés ont bien d'autres préoccupations pastorales, humaines et pécuniaires à l'esprit. Dans la nouvelle politique de la culture adoptée au printemps 2018, je n'ai rien vu à propos des archives et à peine la mention du mot patrimoine religieux. Quant au plan d'action 2018-2023 rattaché à cette politique, il effleure un peu le sujet sous la mesure 24, où l'on inscrit comme action 1. Bonification de l'aide financière consacrée à la conservation du patrimoine culturel à caractère religieux dans toutes les régions du Québec. 2. Élaboration d'une stratégie de protection des biens mobiliers à caractère religieux. De même, la loi sur le patrimoine culturel, entrée en vigueur le 19 octobre 2012, établissait dans son premier article ce qui suit. La présente loi a pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la mise en valeur et la transmission du patrimoine culturel, reflet de l'identité d'une société, dans l'intérêt public et dans une perspective de développement durable. Le patrimoine culturel est constitué de personnages historiques décédés, de lieux et d'événements historiques, de documents, d'immeubles, d'objets et de sites patrimoniaux, de paysages culturels patrimoniaux et de patrimoine immatériel. De beaux énoncés de principes, certes, mais dans la pratique, qu'est-ce que cela a signifié jusqu'ici? La réalité, c'est qu'on assiste à un véritable recul en matière de préservation et de mise en valeur du patrimoine culturel du Québec. Des ressources humaines et financières en patrimoine réduites au ministère de la Culture, l'affaiblissement de la société civile et des organismes œuvrant dans le domaine, l'indifférence, trop souvent, et certainement l'absence de moyens financiers et professionnels des municipalités dans ce domaine-là, une perte d'expertise professionnelle à mesure qu'on réduit les effectifs, et dans le cas plus spécifique des archives religieuses, le constat incontournable que la fermeture des communautés religieuses et leur incapacité grandissante à gérer ces archives et artefacts au cœur de notre histoire collective est de plus en plus réelle. Il y a de toute évidence péril en la demeure et le panel d'aujourd'hui devrait mieux nous permettre d'en saisir les tenants et aboutissants et d'envisager des pistes de solutions qui, on le souhaite, pourront être sérieusement considérées par le gouvernement du Québec. Il me fait donc extrêmement plaisir de céder maintenant la parole à nos panélistes. Il s'agit, dans l'ordre de leur présentation, de David Bureau, Brigitte Collier, Hélène Laverdure, Simon Bissonnette et Frédéric Villano, que je vous présenterai tour à tour juste avant leurs interventions respectives. Merci. Commençons donc avec David Bureau. Titulaire d'un baccalauréat et d'une maîtrise en histoire de l'art, respectivement de l'Université Laval et de l'UQAM, ainsi que d'un certificat en archivistique de l'Université de Montréal, M. Bureau est président du regroupement des archivistes religieux depuis 2016 et il est archiviste à l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal depuis 2014. Il a fait ses débuts dans le domaine du regroupement des archives du séminaire et de l'archidiocèse de Sherbrooke de 2010 à 2014. Le regroupement des archivistes religieux qu'il préside est un organisme à but non lucratif d'archivistes œuvrant dans les communautés et les institutions religieuses. Il a été fondé
Ce regroupement a été fondé en 1978 et s'est constitué en corporation en 1991. Il regroupe les archivistes religieux, promeut la mise en application des principes archivistiques, favorise la formation de ses membres et développe la coopération entre les membres et entre les organismes d'archives religieuses. Ses membres œuvrent dans les chancelleries diocésaines, les fabriques de paroisses, les instituts séculiers, les ordres, les sociétés et les congrégations religieuses. Eh bien, maintenant, à M. Bureau, je cède la parole à notre premier panéliste. Merci. Merci beaucoup. Merci aux organisateurs de la table ronde pour l'initiative. Merci aux intervenantes, aux intervenants et à toutes les personnes qui suivent cette discussion en direct. Le temps de parole qu'on m'alloue aujourd'hui est trop court pour vous exposer en détail toute l'ampleur de la question qui nous réunit. Je vais aller droit au but et vous dire que la crise qui touche les archives religieuses est bien réelle. Il y a 5 ou 10 ans, mon intervention aurait été plus optimiste. Ça ne sera pas le cas aujourd'hui parce que nous n'avons plus de temps. Les effets de la crise, nous les voyons déjà se produire et nous savons que ce n'est qu'un début. M. Bégin disait, ça fait 40 ans que le regroupement des archivistes religieux offre de la formation et du réseautage pour des archivistes professionnels qui œuvrent dans des institutions catholiques, des congrégations, des diocèses, des instituts de vie consacrée. À l'origine, nos membres étaient majoritairement issus de congrégations et on trouve aujourd'hui plus de laïcs que de religieux, ce qui signifie que leur nombre diminue. Depuis quelques années, nos activités portent de plus en plus sur la recherche de solutions pour les services d'archives religieuses qui se trouvent en mode survie. Plan de conservation, entreposage sécuritaire, gestion d'informations personnelles, questions juridiques sur les droits d'auteur, tri et, malheureusement, élagage. Avec d'autres associations, nous sonnons l'alarme depuis le début des années 2000 sur la situation préoccupante des archives religieuses. Le RAR a produit et financé des études et des rapports, a participé à des colloques, écrit des lettres ouvertes. Nous avons appuyé de nombreuses initiatives avec les membres du RAR, les instances gouvernementales et la population pour sauver les archives. Mais dans le contexte actuel, le RAR constate qu'il y a une grande difficulté à atteindre un consensus pour résoudre le défi des archives religieuses, et ce, en grande partie parce qu'il n'existe peut-être pas de solution unique pour tous les cas de figure. Nos membres ont trop souvent l'impression de travailler seuls et de porter à bout de bras leur service d'archives. Il en résulte un état de découragement qui se généralise pour plusieurs raisons. D'abord, comme on l'a dit, la vaste majorité des communautés religieuses, sans distinction de taille, de richesse ou de visibilité, sont vieillissantes. Elles doivent gérer des infirmeries dans un contexte de pandémie. Elles doivent fermer des maisons et des œuvres. Elles doivent veiller au déménagement de personnes très fragiles, âgées, parfois en fin de vie. Elles font face à des poursuites judiciaires et plus encore. Dans ces contextes, les archives sont loin d'être prioritaires. Les communautés religieuses investissent beaucoup en salaire pour les professionnels qui s'occupent de leurs archives. Et pourtant, on parle toujours de patrimoine religieux en termes de bâtiments à maintenir debout ou à convertir, ce qui de facto nous semble exclure les archives du circuit du financement public. Les pistes de solutions avancées par divers intervenants depuis au moins 2015 ne se concrétisent pas. On voit fermer des services d'archives qu'on pensait intouchables, de par la valeur de leurs archives, leur histoire indissociable de celle de la province de Québec, et qui avaient un personnel compétent, une réputation enviable auprès des chercheurs et une existence légale reconnue par l'État. On entend fréquemment que les nouvelles générations de religieuses et de religieux, qui ne sont pas originaires du Québec, ont très peu de connaissances ou d'intérêt pour les archives de leur congrégation sur le territoire québécois. Les nouveaux supérieurs privilégient les activités qui constituent leur raison d'être. Des œuvres éducatives, dans le domaine de la santé ou des services aux personnes, en un mot, leur mission. Être présent où les besoins et leur aide sont nécessaires et en demande. Bien sûr, la COVID ajoute à l'inquiétude des archivistes qui œuvrent dans les congrégations. On voit tellement bien le scénario qui est devant nous.
le rassemblement des membres de congrégation vers une seule résidence, souvent une maison de soins de longue durée qui va s'accélérer, les grandes maisons qui vont fermer parce que les religieux n'y demeurent plus, et la fermeture de ces maisons qui signifie obligatoirement que les archives devront sortir, trouver un nouveau lieu, être réduites au maximum pour minimiser les frais de transport et souvent d'entreposage. Et soyons bien honnêtes, entre choisir d'assurer le confort des dernières religieuses et religieux de la communauté ou la préservation des archives, les congrégations vont toujours opter pour le premier choix et avec raison. Pour le dire franchement, le risque de voir une part importante de nos fonds d'archives religieuses nous échapper et être irrémédiablement perdus ou détruits est bien réel et possiblement déjà en cours. Certains membres du RAR ne peuvent pas exprimer leurs inquiétudes par devoir de retenue. C'est donc en leur nom et en mon nom propre que je partage notre état d'esprit actuel. Nous sommes concernés par le manque de leadership de certains diocèses. Nous sommes concernés par le manque d'écoute de certains conseils religieux, provinciaux ou généraux, en ce qui concerne l'avenir de leurs propres documents. Nous sommes déçus du manque de collaboration avec certaines municipalités. Nous sommes inquiets de la façon dont un gouvernement agira envers les archives religieuses quand on constate une incompréhension généralisée par rapport au domaine religieux et l'abandon des sources religieuses de l'histoire du Québec. Nous sommes déçus de voir que des solutions proposées par divers intervenants ne débouchent sur rien de concret. On dit dans cette table ronde que l'avenir des archives religieuses au Québec est incertain, et c'est bien vrai car tous les scénarios sont sur la table. La fermeture définitive de maisons est inévitable. Les risques de dispersion des fonds d'archives, des biens culturels religieux comme les objets de culte, les collections de livres, les collections muséales, les œuvres d'art, nous le voyons déjà. On pourrait voir le déménagement d'archives vers l'extérieur du Québec. Sinon, celles qui resteront devront diminuer leurs archives pour aller vers un entreposage du strict minimum, ce qui augmentera les risques d'élagage expéditif et dans des conditions incertaines. La destruction accidentelle de documents précieux, la cannibalisation à la pièce du patrimoine entre organismes publics, organismes privés et collectionneurs de tout acabit. Enfin, on craint bien sûr la perte de nos emplois et la disparition d'une expertise longuement acquise que la fermeture des centres d'archives religieux provoque. On ne peut pas remplacer les archivistes professionnels qui ont côtoyé les religieuses et les religieux et qui sont devenus des références pour l'accès à ces documents. Plusieurs archivistes m'ont confié qu'ils ne retourneront pas vers d'autres services d'archives religieuses s'ils doivent revivre la même situation. Ce qu'il nous faut, c'est une arche de Noé, parce que nous fonçons dans le mur. À long terme, il faut l'admettre, les communautés vont cesser. La plupart d'entre elles vont disparaître du sol québécois. Assisterons-nous également à la fusion ou à la fermeture de diocèses, à une centralisation vers des centres urbains? Ce n'est pas impossible. Ce déplacement produira une coupure avec l'histoire des régions du Québec et sa population. On peut craindre la destruction de fonds d'archives jugés non essentiels pour les besoins d'économie, d'argent ou d'espace. Il y a le risque de voir des documents fragiles être mal entreposés, perdus ou volés. L'incompréhension s'installera face aux archives religieuses. Il pourrait y avoir un désintérêt pour l'histoire religieuse du Québec, au pire de l'animosité, au mieux de l'indifférence. Il y a malheureusement plusieurs raisons d'être pessimiste. Je suis pessimiste. Et au RAR, nous avons revu ces scénarios tant de fois qu'il devient difficile de croire que la situation pourra changer rapidement et maintenant. Je m'arrête ici et j'appelle de tout cœur mes collègues, les panélistes d'aujourd'hui, à m'amener à penser le contraire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Bureau. Nous allons maintenant passer à notre panéliste suivante, c'est-à-dire Mme Brigitte Collier. Brigitte Collier est spécialiste de l'histoire socio-religieuse du Québec, du régime français à nos jours,
Sensible aux croyances et pratiques religieuses des laïcs, elle privilégie des approches interdisciplinaires et comparatives des faits religieux. Ses intérêts l'ont amenée à travailler sur les institutions religieuses et en histoire de l'éducation. Elle s'intéresse à la formation universitaire et à la confessionnalité scolaire. Elle est membre du Centre interuniversitaire d'études québécoises pour lequel elle dirige le projet de l'Atlas historique du Québec portant sur l'école, éducation, identité et culture. Elle est affiliée au groupe de recherche du Centre interuniversitaire d'études québécoises, du Centre d'études Marie de l'Incarnation et du groupe de recherche sur l'histoire de l'enseignement religieux au Québec. Elle est co-directrice de la collection Religion, culture et société aux presses de l'Université Laval et parmi ses propres publications, mentionnons qu'elle est l'auteure d'un chapitre dans l'ouvrage Les Sulpiciens de Montréal, une histoire de pouvoir et de discrétion, 1657 à 2007. Elle est également présidente de l'Institut d'histoire de l'Amérique française. Madame Collier, à vous la parole. Je vous remercie et je remercie tout spécialement le Conseil du patrimoine religieux du Québec pour son invitation. Il est en première ligne depuis des années pour la préservation de ce patrimoine. Merci également aux organisateurs de la table ronde et à l'auditoire nombreux. Je dois avouer que les événements de la fin de l'été ont glacé la communauté historienne. Après plus de 30 ans de carrière universitaire en histoire socio-religieuse du Québec, j'ai vraiment l'impression que l'histoire bégaye. Je n'ai pas à vous dire l'importance des grandes institutions religieuses dans le développement et l'organisation de la société québécoise, que les pierres sans les archives ne parlent guère, que la mémoire de milliers d'hommes et de femmes mérite mieux que leur effacement. Toutes mes recherches s'appuient sur les archives religieuses catholiques surtout. Et en tant que membre active de la Société canadienne d'histoire de l'Église catholique et même sa présidente, j'ai participé depuis des années aux alertes et aux réflexions sur la conservation et la valorisation des archives religieuses. Je continue également à l'Institut d'histoire de l'Amérique française depuis des années également. En 2005, je présentais le mémoire rédigé en appui à celui de l'Association des archivistes du Québec par l'Institut d'histoire de l'Amérique française, l'ACHEC, les principaux centres, regroupements, chaires de recherche du Québec, devant la Commission de la culture de l'Assemblée nationale. Le titre qui avait été choisi était le suivant: « Le sort des archives religieuses au Québec, les historiens sont inquiets ». 2005. Je déclarais alors avec Olivier Hubert: « Nous appréhendons leur destruction, leur dispersion, leur dilapidation et dans certains cas leur transfert éventuel à l'extérieur du Québec. Dans l'éventualité, par exemple, où des archives seraient rapatriées dans les maisons mères de certaines communautés, qu'elles soient situées en France ou ailleurs. » Eh bien, nous y sommes. C'est la remarque que nous nous sommes faites autour du 20 août avec Olivier Hubert en se téléphonant. L'accès aux archives religieuses a été longtemps aléatoire et variable, selon les institutions, la qualité des rapports interpersonnels, le sujet choisi. Mais depuis les années 90, un travail de préservation et de classement s'amplifiait avec la professionnalisation des membres des communautés et l'embauche de laïcs archivistes professionnels très dynamiques. Alors, l'accessibilité et la valorisation ont progressé. Et je dois souligner le travail important des communautés de femmes qui ont été particulièrement proactives en créant de très beaux centres d'archives. Les projets de regroupement qui ont été dans l'air nous laissaient supposer une volonté de réaction concertée dépassant le repli identitaire des institutions qui avait souvent prévalu. La création de plusieurs formules d'univers culturel laissait présager également une pérennité et nous avons été rassurés. Les initiatives florissantes de mise en valeur nous stimulaient et certains projets de regroupement entre diocèses et communautés religieuses nous semblaient aussi très prometteurs. Enfin, la rédaction de plusieurs volumes d'histoire semblait démontrer un intérêt pour la recherche. Et je dois dire que le volume luxueux de l'histoire des Sulpiciens de Montréal et sa traduction anglaise en témoignaient.
Aujourd'hui, notre lecture est bien différente. N'était-ce là que des livres d'adieu? C'était dire que la recherche se terminait avec l'histoire couchée sur papier de l'institution elle-même. Or, les historiens et les historiennes renouvellent constamment leurs questions et reviennent toujours aux archives pour les interroger autrement. Les histoires institutionnelles fournissent souvent l'amorce de recherche dans de nombreux domaines. Elles ne sont que des débuts prometteurs qui attirent l'attention sur de nouveaux sujets d'études et de nouvelles perspectives. Les archivistes sont les pivots de ces projets. On le sait, cela fait des années qu'on vend des bâtisses, des œuvres d'art, et maintenant on élague les fonds d'archives et on licencie les archivistes professionnels. Les livres et les papiers se monnaient également. Vous le savez aussi bien que moi. Les projets de regroupement entre diocèses et communautés ont des résultats très variables, car il ne s'agit pas seulement de louer des entrepôts et d'empiler des boîtes. Mais à combien de boîtes a-t-on droit? Qu'est-ce qui aurait été choisi pour remplir ces boîtes? A-t-on pensé à la mise en valeur et à l'accessibilité de ces boîtes? La fermeture de l'univers culturel des Sulpiciens nous a bien sûr servi d'électrochoc à l'Institut d'histoire de l'Amérique française. Et il en est ressorti que nous étions en mode réaction et nous le déplorons, même si nous avons constaté par ailleurs la rapidité de la mobilisation qui a pris une ampleur internationale. En cette veille de rentrée universitaire si particulière et avec nos tout petits moyens techniques, nous nous sommes retournés. 31 signatures institutionnelles ont été collectées et la lettre envoyée à la ministre de la Culture et des Communications comportait 690 signatures individuelles. Alors, même si nous avons de petits moyens, les sociétés savantes, sachez-le, sont mobilisées et mobilisables. De plus, si vous prenez l'Institut, il ne représente pas seulement les professeurs d'université et les étudiants. Il rejoint aussi les professionnels. Il tient compte beaucoup et de plus en plus de la diversification des débouchés qui s'ouvrent ou malheureusement qui se ferment en l'occurrence à celles et ceux qui font des histoires, en archivistique et dans toute discipline intéressée au passé. Nous sommes donc disponibles pour travailler avec vous. Nous avons demandé à la ministre un classement d'urgence pour le patrimoine mobilier des Sulpiciens. Elle y a procédé, tout en affirmant du même souffle qu'elle agirait au cas par cas, ce qui nous inquiète. Ce que nous attendons, c'est un plan national d'intervention qui devrait reconnaître la valeur patrimoniale des archives religieuses, inclure l'ensemble des acteurs concernés, dont Bibliothèque et Archives nationales du Québec, et prévoir un financement pérenne et suffisant pour assurer leur conservation et mise en valeur. Le Conseil du patrimoine religieux du Québec, par son comité des archives et avec le RAC et la TCRM, avait établi un diagnostic complet en 2016 dans son mémoire présenté à l'occasion du renouvellement de la politique culturelle du Québec. Parmi ces propositions était préconisée la mise sur pied d'un observatoire pour le patrimoine religieux, afin de connaître la situation à l'échelle provinciale, entre autres, car, et ça c'est à soulever et ça reviendra certainement dans nos débats, les disparités régionales sont très importantes. Cet observatoire ne serait-il pas l'organisme approprié pour repérer les fermetures à venir, évaluer la solidité et la pérennité du financement interne et externe? Ce qui amènera, c'est sûr, des choix, douloureux peut-être, mais concertés et réfléchis. On ne peut plus être placé devant le fait accompli. Mais bien sûr, il faudra donner des moyens à cet observatoire et la concertation sera essentielle. Je vais terminer par une note plus personnelle qui s'adresse aux autorités ecclésiastiques. Les archives ne sont pas seulement un fardeau encombrant. Les archivistes professionnels ont une charge financière incongrue en temps d'évangélisation.
C'est aussi par la connaissance du passé qu'on apprivoise la vie religieuse, qu'on situe ses croyances, qu'on analyse mieux l'actualité et qu'on endigue la montée des intégrismes. Combien d'étudiants et d'étudiantes ont été transformés par ce contact avec des religieux et des religieuses au cours de leurs études? J'ai encore en tête le témoignage d'étudiants en architecture au colloque sur le patrimoine des communautés religieuses en 2016 chez les Augustines. Ils avaient découvert le pourquoi de l'implication de ces femmes. Ces témoins fragiles des communautés qui aujourd'hui doivent vivre un double deuil, celui de leur propre vie déclinante et celui de la disparition de la communauté, méritent bien ces efforts, d'autant que la COVID-19 fait son œuvre. Merci de votre écoute. Merci beaucoup, Madame Collier. Nous allons maintenant passer à notre troisième panéliste, Hélène Laverdure. Madame Laverdure est conservatrice et directrice générale des archives et la Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Elle a une longue feuille de route dans le domaine archivistique. Elle a œuvré à la Ville de Québec comme directrice de la gestion des documents et des archives de 2012 à 2015, comme chef de service de la gestion intégrée des documents et de l'information au ministère des Transports du Québec de 2005 à 2012, comme analyste et chef d'équipe en gestion de documentaire au ministère du Travail de 1999 à 2005 et comme archiviste à la communauté urbaine de Québec de 1992 à 1999. Mentionnons que Bibliothèque et Archives nationales du Québec, en abrégé BANQ, a pour mission de rassembler, de conserver de manière permanente et de diffuser le patrimoine documentaire québécois publié et tout document qui s'y rattache et ou présente un intérêt culturel, ainsi que tout document relatif au Québec qui est publié à l'extérieur du Québec. Dans le domaine spécifique des archives, BANQ a pour mission d'encadrer, de soutenir et de conseiller les organismes publics en matière de gestion de leurs documents, d'assurer la conservation d'archives publiques, d'en faciliter l'accès et d'en favoriser la diffusion, et enfin de promouvoir la conservation et l'accessibilité aux archives privées. BANQ exerce à cette fin les attributions prévues à la loi sur les archives. L'institution offre aussi des services de soutien à la recherche et contribue au développement et au rayonnement international de l'expertise et du patrimoine documentaire québécois. Madame Laverdure, à vous la parole. Merci beaucoup, M. Bégin. Merci aux organisateurs de cette table ronde. Donc, vous avez fait une partie de mon introduction. Je vous en remercie. Donc, aujourd'hui, évidemment, je vais parler au nom des Archives nationales du Québec, de A de BANQ. Mon allocution vise à vous renseigner sur notre mission et nos actions en termes d'archives privées, les enjeux qui y sont liés et les perspectives d'avenir. Pour vous donner une idée de la répartition des archives, à BANQ, 36% des archives conservées aux Archives nationales sont des archives gouvernementales. 38% des archives judiciaires, 12% sont des archives civiles et 14% sont des archives privées. Deux politiques encadrent nos actions en matière d'archives privées. Elles ont pour objectif commun la préservation et la mise en valeur des archives privées au Québec. La première dont je veux vous entretenir est notre politique d'acquisition des archives privées. Saviez-vous que les Archives nationales reçoivent en moyenne 300 offres de dons d'archives privées chaque année? Ces offres proviennent de toutes les régions du Québec et de toutes les sphères d'activité. Vous comprendrez qu'il nous est impossible de tout acquérir. C'est la raison pour laquelle nous avons une politique. Les Archives nationales ont également développé un cadre conceptuel afin d'encadrer ces actions et s'assurer de constituer un corpus archivistique à la fois cohérent et complémentaire, susceptible de témoigner au mieux de l'ensemble des activités de la société québécoise. Ce cadre se base sur les 4 éléments suivants, soit la contribution des créateurs des documents à la société, le contexte de création des documents, l'étude des documents et de leur contenu, ainsi que les capacités opérationnelles et le contexte organisationnel de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Nous avons également développé des grilles de données qui nous permettent d'analyser finement chaque fonds d'archives et de les catégoriser afin d'assurer une représentativité de chaque secteur d'activité et d'orienter nos acquisitions en fonction des secteurs ou des périodes qui sont moins documentées.
Un bel exemple, ce sont les arts de la scène, qui étaient très peu documentés dans nos centres il y a de cela quelques années. La rédaction d'un guide en concertation avec le milieu de la danse a eu pour résultat l'acquisition de fonds d'archives très importants. Notons par exemple ceux des grands ballets canadiens, de Ludmila Chiriaev et de Paul-André Fortier, qui a participé à la rédaction du guide. L'acquisition d'archives privées se réalise toujours avec l'accord de leur propriétaire. C'est celui qui prend la décision ultime de donner ou non son fonds d'archives, et ce jusqu'à la dernière minute. C'est le même principe pour les archives appartenant à une communauté religieuse. Ce sont des organismes privés sur lesquels BANQ n'a pas de droit légal. Notez que dans ce secteur précis, les Archives nationales conservent déjà une centaine de fonds d'archives liés au thème de la religion, soit des fonds de communautés, de prêtres, de séminaires, de paroisses, de mouvements d'inspiration religieuse, et que nous traitons de nouvelles offres à chaque année. Nous avons acquis récemment à Rimouski le fonds de la Congrégation des Sœurs de Notre-Dame de Saint-Rosaire. Cela représente 40 mètres de documents textuels, plus de 40 000 photographies. À Montréal, nous avons le fonds de l'Ordre hospitalier de Saint-Jean-de-Dieu. À Gatineau, le fonds des Sœurs du Sacré-Cœur de Jésus. Le second volet de notre mission est encadré par la politique de soutien aux archives privées qui vise à favoriser la conservation, le traitement et la mise en valeur des archives privées québécoises et d'assurer le soutien de nos partenaires pour y arriver. À ce titre, les Archives nationales jouent un rôle d'aide-conseil auprès des organismes privés et le milieu des archives religieuses peut bien sûr en bénéficier. Grâce à une présence sur l'ensemble du territoire québécois, les Archives nationales sont en mesure d'offrir leur expertise aux organismes voués à la conservation des archives et à la promotion de l'histoire. L'aide-conseil porte sur des questions de tous ordres, allant de l'aménagement des locaux d'un centre d'archives à la rédaction d'une politique d'acquisition, en passant par des questions liées à la numérisation des archives ou l'élaboration de critères de tri. En lien avec les archives religieuses, nos actions se sont traduites également par une présence active à différentes tables de discussion et notre participation ou notre implication dans différents projets de la table de concertation des archives religieuses de la région de Montréal, du comité des archives du Conseil du patrimoine religieux et de l'organisation de journées des archives religieuses tenues entre 2012 et 2016. Il y a eu également, dans les années passées, une initiative de la Bibliothèque nationale du Québec et des Archives nationales qui visait à produire un inventaire des livres et des archives religieux et, par la suite, un autre projet de faire un état des lieux des archives religieuses en partenariat avec le Conseil du patrimoine religieux. Malheureusement, ce sont deux projets qui ont dû être abandonnés faute de financement. Par ailleurs, nous avons la responsabilité de gérer des programmes de financement auxquels les centres d'archives à vocation religieuse peuvent soumettre des demandes. Depuis 2010, BANQ a financé 61 projets d'archives religieuses dans le cadre du programme Soutien au traitement des archives privées pour un total de plus de 300 000 $. C'est également dans le cadre de ce programme que BANQ a financé 2 projets du Conseil du patrimoine religieux pour la réalisation du guide de déménagement d'un dépôt d'archives et du guide d'accessibilité des archives religieuses. Le second programme est celui de l'agrément, qui peut s'accompagner de financement par l'entremise du programme Soutien aux archives privées. 3 communautés religieuses figurent présentement parmi les services d'archives privés agréés. Les Sœurs Grises de Montréal, le Monastère des Augustines et l'Univers culturel de Saint-Sulpice. Nous comptons également le Centre Monseigneur Antoine Racine, qui regroupe les fonds des services d'archives du Séminaire de Sherbrooke et de l'archidiocèse de Sherbrooke. À propos de l'Univers culturel Saint-Sulpice, je tiens à mentionner que notre absence de réaction dans les médias ne signifie pas une absence de préoccupation ou d'action. Notez que je suis en communication avec les répondants de cette communauté afin d'évaluer le maintien ou non de cet agrément.
Je vous informe également que les Archives nationales du Québec ont appuyé les démarches de la ministre de la Culture et des Communications pour le classement des archives et des livres anciens de la Compagnie des prêtres de Saint-Sulpice. BANQ est préoccupé depuis longtemps par les enjeux liés à la conservation des archives d'institutions religieuses. Ce sujet a été discuté de nombreuses fois avec différents interlocuteurs. Comme énoncé précédemment, notre rôle est d'accompagner et d'acquérir un certain nombre d'archives privées. Je fais d'emblée le même constat que plusieurs d'entre vous. Bien que des politiques existent, le financement reste un défi de taille. Les espaces de conservation, les ressources humaines et financières sont des enjeux pour la plupart d'entre nous. C'est pourquoi je crois sincèrement à l'importance des partenariats afin de répondre ensemble aux défis auxquels sont confrontées les communautés religieuses. Des exemples ou initiatives riches de sens ont déjà fait leur preuve. Pensons de l'archidiocèse de Québec, où sont conservés près de 320 fonds et collections à caractère religieux. Pensons également au phare, une initiative qui est remplie de promesses. Le réseau des services d'archives privés agréés demeure également un partenaire indispensable en matière d'acquisition, de conservation et de mise en valeur des archives dans les différentes régions du Québec. Ce réseau compte actuellement 41 membres, dont, je vous le rappelle, 3 communautés religieuses. Les Archives nationales poursuivront leur mission, qui est de conseiller pour l'ensemble des fonctions archivistiques au Québec et s'assurer que les fonds d'archives soient conservés au meilleur endroit afin d'en favoriser la conservation et l'accessibilité, et ce, dans le respect des politiques d'acquisition de nos différents partenaires. Merci. Merci beaucoup. Nous allons, Madame la Verdure, merci beaucoup, mais nous allons maintenant passer la parole à Simon Bissonnette. Monsieur Bissonnette a débuté sa carrière dans le monde politique en 1994 et il a par la suite gravi beaucoup d'échelons au sein du Parti québécois pendant plus de 15 ans. Il a notamment été directeur adjoint aux communications, directeur de l'organisation nationale, directeur national de campagne et directeur général du parti. Il a eu le privilège de côtoyer et de servir au quotidien aux côtés de M. Parizeau, Bouchard et Landry et d'être le directeur général choisi par Mme Marois au moment de son arrivée comme chef du Parti québécois. Père de 3 filles, il choisit de quitter la politique en 2009 afin d'être plus présent auprès d'elles. Après un passage de quelques années en agence de relations publiques et gouvernementales, il choisit de centrer son action vers la direction d'OBNL, organisme à but non lucratif, dans le secteur patrimonial, tout en poursuivant des études en gestion philanthropique à l'Université de Montréal. Pendant près de 6 ans, il a œuvré à sauvegarder, restaurer et ouvrir au public l'ancienne maison de Félix Leclerc à Vaudreuil. Il se trouve aujourd'hui à la tête de la Fondation Archives et patrimoine religieux du Grand Montréal. Par sa vocation culturelle et sociale, cette fondation témoigne de l'histoire, de la mission et de la contribution à la société d'organismes religieux œuvrant ou ayant œuvré à Montréal ou ses environs. Grâce à la mise en commun de collections d'archives, d'artefacts et de publications, elle se veut un lieu de conservation, de recherche, de diffusion et d'éducation ayant comme objectif de faire connaître cet héritage. Monsieur Bissonnette, à vous la parole. Alors, bonjour tout le monde. Merci beaucoup, M. Bégin, pour votre présentation et merci à tous d'être présents pour ce panel dont le sujet, évidemment, est très important et très sensible. Je vais m'excuser d'entrée de jeu à mon collègue David de Bureau. Je ne pense pas que c'est moi qui va trouver les bons mots pour amener une note d'optimisme suite à votre intervention. Vous le savez, donc, je dirige cette fondation Archives et patrimoine religieux du Grand Montréal, qui est le fruit d'une idée qui a germé à l'origine au RAR, au regroupement des archivistes religieux, et qui est le résultat aussi de beaucoup de travail, de persévérance de plusieurs archivistes et professionnels du secteur qui ont cru à l'importance de regrouper et de mettre en commun les collections des communautés du Grand Montréal. La Fondation est aussi et surtout une réalisation des communautés religieuses elles-mêmes
qui ont cru et croient toujours en la mise en commun de leur patrimoine en un seul et même lieu. Notre fondation regroupe actuellement une vingtaine de communautés religieuses de toutes tailles, de différents charismes. Certaines ont œuvré en santé, d'autres en éducation, en service social, etc. La richesse de leurs archives, de leurs bibliothèques et de leurs objets de musée est inimaginable. Depuis l'arrivée des premières sœurs en Nouvelle-France, en passant par les milliers de manuels scolaires écrits par les religieux et religieuses, l'histoire des pandémies au Québec, absolument tout s'y retrouve. La volonté des communautés de se regrouper est importante et nécessaire, bien qu'elle représente, vous l'imaginez, des défis. Pourquoi se regrouper? Pour assurer la pérennité et l'avenir de leur patrimoine, pour le rendre accessible au public, aux chercheurs, aux universitaires, aux touristes, etc. Comprenons qu'individuellement, les communautés ne peuvent soutenir ce patrimoine à long terme. Elles ne le peuvent ni financièrement, ni matériellement, puisqu'elles seront disparues sur un horizon assez rapide. En se regroupant, sauver ce patrimoine, ou du moins une grande partie, devient plus réaliste. Certes, le regroupement de communautés apporte son lot de défis. Tous n'ont pas la même vision de la conservation. Tous n'y ont pas, au fil de leur histoire, apporté la même attention, les mêmes investissements. Tous n'ont pas les mêmes moyens à y consacrer maintenant, etc., etc. Mais tous sont convaincus de l'importance du regroupement afin d'assurer en quelque sorte la poursuite de leur mission et de leur rayonnement au Québec. D'un point de vue plus technique, évidemment, les enjeux de regroupement seront grands. De façon générale, disons qu'il n'y a pas de système de classification uniforme. On parle du papier aux fiches, à Archilog, en passant par des versions périmées d'Access ou de FileMaker. Sans compter que nous regrouperons à la fois des collections d'archives, des bibliothèques et des objets. Le défi de classification sera imposant, évidemment, et celui des ressources humaines aussi, on en a parlé tantôt. Mais nous connaissons le chemin à parcourir et nous connaissons les obstacles également qui nous attendent. Comme nous connaissons bien les enjeux des communautés religieuses, il nous semble pertinent d'alimenter la réflexion d'aujourd'hui en partageant quelques pistes et surtout quelques réalités des communautés religieuses aujourd'hui. En trois aspects, peut-être dans un premier temps la question du temps, des espaces et évidemment des moyens financiers. Parlons premièrement du temps, ou plutôt de l'urgence. Mon collègue David l'a évoqué tantôt. Aujourd'hui, toutes les communautés religieuses font face à une décroissance, vous le savez, importante et parfois très rapide de leurs membres. Rares sont celles qui ont encore ici au Québec des noviciats ou des membres, disons, plus jeunes. De façon générale, la moyenne d'âge des communautés oscille entre 80 et 85 ans. Leurs études actuarielles relatent une espérance de vie, entre guillemets, oscillant entre 5 et 10 ans. Quelques exceptions vont planifier sur un horizon de 20 à 25 ans. Pour plusieurs communautés, il faut le mentionner dans la réalité d'aujourd'hui, la COVID aura eu un impact important. Et beaucoup de ces études actuarielles seront à refaire parce qu'il y avait une concentration importante de décès depuis le mois de mars dernier. Donc, vous comprenez pourquoi il faut parler d'urgence plutôt que de temps. Ajoutons à ça une autre réalité en lien direct avec la décroissance des communautés, c'est la question de leur leadership. On observe de plus en plus d'enjeux de gouvernance au sein des communautés religieuses parce que la décroissance de leurs effectifs vient mettre une pression importante, évidemment, sur les membres restants qui doivent assumer en petits groupes et parfois pratiquement seuls les décisions importantes pour la vie actuelle et l'avenir de leur communauté. Les enjeux de gouvernance apparaissent ainsi sur l'incapacité d'avoir des conseils complets, mais aussi sur la capacité d'avoir la compétence requise pour assumer et prendre ces décisions d'importance. Certains supérieurs dans certaines communautés sont en place depuis plusieurs mandats, faute de relève, sont fatigués, parfois finissent par être eux-mêmes fragiles et malades, fragilisant du même coup leur communauté et leurs membres. On observe par contre des formules de solidarité très intéressantes, admirables, où certaines communautés viennent en appui à d'autres pour combler des postes au sein des conseils ou même souvent en assurant la direction, en prêtant des gens qui agissent comme supérieurs ou provinciaux. Cette solidarité est exemplaire et certainement fort utile pour la gestion quotidienne des activités, des décisions à court terme des membres de leur communauté.
Elle représente toutefois un défi au moment de parler de l'histoire de la communauté et de l'avenir de leurs archives et de leur patrimoine, faute parfois de connaissances et d'historique. Est-ce que ces exemples suffisent à illustrer l'urgence d'agir? Ce qui est clair, c'est que c'est avec les décideurs actuels que les décisions sur l'avenir du patrimoine des communautés religieuses doivent se prendre. Dans 5 ans, il sera trop tard. Cette réalité introduit le deuxième enjeu, la question de l'espace, qui a été évoquée par des intervenants précédents. Au même rythme où les communautés voient leurs effectifs se réduire, évidemment, elles doivent réduire leurs espaces. Dans les grands couvents, les grandes résidences actuelles se trouvent actuellement des grands espaces pour la conservation des archives, parfois des grandes bibliothèques et souvent des très beaux musées. Mais quand vient le temps de vendre ces bâtiments pour en construire des plus petits, ou pour regrouper les membres, les religieux restants dans d'autres résidences, les décisions sont prises en fonction des humains, des religieux eux-mêmes, et tout le monde peut comprendre ça. Et c'est à ce moment-là où la sensibilité historique des communautés face à leur patrimoine et leurs archives est soudainement confrontée à des décisions souvent purement financières et administratives. Et c'est à ce moment-là, au niveau du patrimoine, que se jouent des drames importants. C'est à ce moment-là où des pièces de notre histoire vont être aliénées. C'est précisément à ce moment-là que les communautés ont besoin d'aide et d'appui. Et tristement, c'est à ce moment-là où actuellement, il n'y en a pas. C'est ce qu'il faut régler, je pense, avec la plus grande des urgences. Il faut trouver les façons d'intervenir et accompagner les communautés au moment de faire des choix difficiles. S'il y a une forme d'aliénation un peu inévitable au moment de vider, entre guillemets, des couvents, il faut des professionnels pour s'assurer d'accompagner les communautés et de garder les pièces importantes et assurer la pérennité des fonds d'archives. Mais il faut aussi avoir l'espace pour conserver tout ça. Voilà l'enjeu. Trouver l'espace adéquat pour la conservation adéquate. De notre côté, nous travaillons fort à la Fondation, au phare, pour se doter d'un lieu apte à accueillir le patrimoine de 20 communautés qui sont membres de notre projet, une vingtaine. Nos membres actuels sont très mobilisés pour réussir ce projet, le financer et en assurer sa pérennité. Mais réaliser que nous représentons une vingtaine de communautés dans le Grand Montréal, où il y en a plus de 200, et je n'ai pas le décompte pour l'ensemble du Québec. Qu'arrivera-t-il aux autres, partout au Québec? Le temps presse pour trouver des solutions. Mon dernier enjeu, la question financière, évidemment. Une perception populaire laisse penser souvent que l'argent n'est pas un souci pour les communautés religieuses, ce qui vient justifier parfois une forme de désengagement des autorités publiques. De façon générale, les communautés, à juste titre, vous en conviendrez, mettront toujours la priorité financière sur la santé et le bien-être des religieux et religieuses jusqu'à la fin de leur vie. Et une fois ces sommes réservées ou engagées, quelles sont les priorités des communautés avec l'argent qui restera? La survie de la communauté dans des missions étrangères, la poursuite de leurs œuvres au Québec, leurs archives de patrimoine, souvent arrivent en fin de liste. À quelques exceptions, les communautés ne pourront pas assurer seules la pérennité de leurs archives et de leur patrimoine. Si rien n'est fait, c'est notre patrimoine qui sera sacrifié. Et c'est déjà commencé. Des biens importants vont être aliénés, avec le risque aussi que trop souvent, ces communautés tombent dans l'oubli. Mais si on réfléchit un peu, est-ce que ces communautés sont réellement les seuls responsables de ces dépenses et d'assurer la pérennité de leur patrimoine? Parlons-nous essentiellement de religion ou de l'histoire de notre société? Depuis la Fondation de Montréal, voire celle de Québec, les communautés ont toujours été présentes et ont façonné le Québec d'aujourd'hui. Nous ne pourrons pas refaire l'histoire. Les Québécois ont pris un virage lors de la Révolution tranquille et la laïcisation de l'État est une réalité avec laquelle il faut composer. Par contre, il faut trouver l'équilibre entre cette laïcité et l'importance de protéger le patrimoine des communautés qui ont bâti le Québec d'aujourd'hui. En laïcisant l'État, nous ne pouvons pas mettre un trait sur notre passé. Sur 400 ans d'histoire, les communautés religieuses en auront façonné 350. Il me semble que ça mérite qu'on respecte et protège leur patrimoine. Alors oui, c'est un enjeu de société, un enjeu d'État, mais avec une responsabilité partagée.
Je ne suis pas de ceux qui croient qu'il faille se tourner uniquement vers l'État pour sauver le patrimoine. Mais je crois que l'État doit faire preuve de leadership et agir en amont plutôt qu'être en réaction à des situations médiatisées. À cet effet, il faut saluer le courage et la conviction des gens qui ont médiatisé la situation récente des Sulpiciens, dont on a parlé à quelques reprises déjà. Mais il faut savoir que la majorité des drames patrimoniaux dans le secteur patrimonial restent dans l'oubli, ne sont pas médiatisés. Donc, à ce moment charnière pour la sauvegarde de ce patrimoine, nous n'avons pas le temps des grands sommets, des grandes réflexions, des grandes politiques. Il faut passer à l'action. Il faut trouver des manières d'agir. Je pense qu'un dialogue doit s'établir rapidement avec nos dirigeants pour trouver un point d'équilibre entre l'engagement de l'État et celui des communautés religieuses. J'ose penser que des nouvelles orientations pourraient voir le jour, que des organisations déjà en place pourraient dédier des forces et des énergies afin d'assurer la sauvegarde, ou du moins accompagner les professionnels en place dans les communautés pour aider à la sauvegarde de ce patrimoine. Je crois que l'État québécois dispose de tous les véhicules requis pour aider. Il s'agit seulement d'en faire une priorité. Certes, les archives sont moins visibles que les églises, mais elles sont tout aussi importantes et il devient urgent de s'en occuper. Investir des sommes pour favoriser des regroupements, offrir de l'accompagnement aux communautés, directement ou au travers d'organisations indépendantes, ne coûte pas des fortunes. Bref, en conclusion, soyons créatifs, soyons actifs. Parlons-nous, ouvrons des tables de discussion et sauvons ce pan de notre histoire avant qu'il ne soit trop tard. Merci de votre attention. Merci beaucoup, M. Bissonnette. Nous allons maintenant passer la parole à M. Giuliano, Frédéric Giuliano, titulaire d'un baccalauréat et d'une maîtrise en histoire à l'Université de Montréal, d'une maîtrise en sciences de l'information et des bibliothèques et d'un diplôme de 2e cycle en enseignement postsecondaire. M. Giuliano a travaillé comme archiviste à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec de 2008 à 2012, comme professeur en technique de la documentation au Collège de Maisonneuve de 2015 à 2017 et comme archiviste à la Bibliothèque de l'Université McGill de 2018 à 2020. Il œuvre actuellement comme directeur des services directs au service des bibliothèques de l'UQAM. Il préside l'Association des archivistes du Québec depuis 2019. Cette association, fondée en 1967, représente plus de 5000 membres, archivistes et spécialistes de la gestion de l'information qui œuvrent au sein des organismes publics et privés afin d'assurer une saine gestion des documents et des archives. Il est aussi membre du Conseil international des archives. Ce dernier, le Conseil international des archives, précisons-le, considère qu'un archivage efficace est une précondition essentielle pour une bonne gouvernance, le respect de la loi, la transparence administrative, la conservation de la mémoire collective de l'humanité et l'accès des citoyens à l'information. Monsieur Giuliano, à vous la parole. Et je vous remercie, M. Bégin. Bonjour à tous. Comme M. Bégin le mentionnait, je suis président de l'Association des archivistes du Québec. J'en suis à un second mandat à ce titre. Depuis 1967, donc depuis plus de 50 ans, l'AAQ se positionne comme l'organisme phare de promotion et de défense du rôle de la profession d'archiviste et de gestionnaire de l'information et du milieu archivistique québécois. À cette fin, nous sommes présents et jouons un rôle actif sur une multitude de tables, de concertations, de discussions, de forums, tant québécoises canadiennes qu'internationales. Notre réseau s'étend donc bien au-delà des frontières québécoises. Nos membres sont bien évidemment des archivistes et spécialistes de l'information qui proviennent de tous les milieux, dont évidemment celui des archives religieuses. C'est à ce titre que j'interviens aujourd'hui. C'est donc cette perspective que je vais tenter de présenter. Vous aurez compris que cette mission nous a amenés à prendre la parole, à faire entendre notre voix et par extension, celle des archivistes, dans de multiples enjeux sociaux reliés à notre profession, qu'il s'agisse des coupures abusives imposées à BANQ, qu'il s'agisse des problématiques entourant la perte ou la vente des données personnelles, ou qu'il s'agisse des impacts bien réels d'un cadre législatif devenu désuet.
Nous avons fait des représentations auprès de divers ministères, incluant bien entendu le ministère de la Culture et des Communications du Québec, soulignant au passage le retard important du Québec en ce qui concerne la gestion du numérique, de l'obsolescence de la loi sur les archives, qui jadis, lors de son adoption en 1983, est un exemple à l'échelle internationale. Sans oublier, bien entendu, de souligner l'état anémique des ressources disponibles au sein des ministères et organismes en matière de gestion documentaire. Nous avons souligné à grands traits les risques de ne pas agir, les risques de perte de notre patrimoine historique et culturel en l'absence d'un nouveau cadre législatif, des risques associés aux coupures drastiques imposées à la BNQ. Ces représentations sont demeurées sans suite, ou presque. Enfin, nous avons reçu une écoute timide, ou je pourrais qualifier de distraite au mieux, et des réponses tout aussi laconiques, témoignant d'un désintérêt complet de ces questions. Et maintenant, la crise du patrimoine culturel, social et religieux refait surface. Je dis refait surface comme mes collègues panélistes l'ont mentionné à juste titre, car oui, on la voit venir depuis fort longtemps. Le ministère en a été alerté aussitôt qu'au tournant des années 2000 et n'a toujours, malheureusement, rien fait, ou si peu jusqu'à maintenant. En fait, trop peu. La triste situation vécue chez les prêtres de Saint-Sulpice incarne particulièrement bien les problématiques, la situation de crise que vivent les archivistes du secteur religieux, qui depuis trop longtemps, le gouvernement et les acteurs du secteur public ont détourné l'oreille. À l'AQ, nous sommes particulièrement interpellés par le sort réservé, bien entendu, aux archives elles-mêmes, aux risques réels et avérés de destruction et de perte, mais aussi au sort réservé aux archivistes eux-mêmes et par extension à l'ensemble de la profession. De penser que des caméras, des murs épais, des coffres-forts ou à contrario que la numérisation peuvent remplacer l'expertise des archivistes est alarmant et totalement inadmissible de la part des organismes, tous secteurs confondus, gardiens du patrimoine historique et culturel des Québécois. C'est d'autant plus alarmant car il y a sur cette question un consensus global, vous l'avez entendu, sur la nécessité d'un nouveau cadre législatif et sur la question qui nous occupe plus particulièrement ici, sur la volonté de protéger ce patrimoine unique, qui, bien davantage que des fonds d'archives privés, sont des extensions des fonds gouvernementaux en santé et en éducation. Elles doivent donc avoir et être considérées d'une façon particulière. J'aimerais rappeler à la ministre, Mme Nathalie Roy, qu'elle n'a pas fait vœu de silence en prenant sa charge, qu'elle a le devoir non seulement d'écouter, mais d'engager une discussion active avec l'ensemble du milieu culturel et patrimonial. Je ne peux m'empêcher que de souligner l'ironie de ce silence, ou, comme diraient mes collègues, de ce chuchotement de chapelle, venant d'une ancienne journaliste et ministre des Communications. Comment ne pas entendre dans ce silence un message clair, un message d'un manque d'intérêt, ou pire encore, un aveu d'incompétence. Nous vivons un moment charnière où le silence, s'il est vrai qu'il peut être par moments contemplatif ou méditatif, est en fait aujourd'hui rempli de peur, de peine, de pleurs et de découragement. Je sais, ces mots sont forts, mais ce sont ceux qui m'ont été communiqués depuis maintenant plusieurs semaines, évoquant des scénarios plus que probables de perte d'emploi, de déménagement hors du territoire québécois, de vente, de destruction de ce patrimoine unique. Comprenez-moi bien ici, je ne blâme pas les organisations du secteur religieux que de favoriser leur mission caritative ou humanitaire sur un investissement nécessaire pour la sauvegarde de leur patrimoine et de notre patrimoine. Mais je déplore cette culture du silence qui entoure cette question. Le manque de transparence et le manque de leadership, celui du ministère, celui de BNQ dont les coupures drastiques ne peuvent tout justifier, celui de la Ville de Montréal de qui on attend toujours une réaction, et des autorités religieuses pourtant directement concernées. Chers collègues, chers amis, il nous faut aujourd'hui briser cette loi du silence. Retirons le voile de cette omerta qui, au final, est une bien illusoire protection. Il n'y a pas de honte à demander de l'aide, à énoncer nos besoins.
Plus que jamais, la situation doit passer par une stratégie nationale qui est concertée, efficace, de la sauvegarde du patrimoine, où tous les intervenants doivent se faire entendre. Une stratégie qui devra invariablement passer, notamment, par une révision de l'ensemble du cadre législatif. Le ministère des Communications, en l'occurrence, et de la Culture, BANQ, ne peuvent tout faire. Une mobilisation de tous est essentielle. Je tiens finalement à remercier les organisateurs de cette table ronde, le Conseil du patrimoine religieux du Québec, de votre invitation. Je remercie l'ensemble des participants présents aujourd'hui et j'espère sincèrement que cette rencontre sera le prélude à une prise de conscience et initiatrice d'un mouvement rassembleur et concerté qui nous permettra d'assurer la sauvegarde de ce patrimoine unique. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Giuliano. On m'a demandé à cette étape-ci de faire un genre de résumé des discussions. Je vais essayer de le faire le plus rapidement possible et surtout, j'espère être capable de relire mes propres notes. J'inviterai les panélistes à me corriger dans l'étape suivante si j'ai manqué quelque chose qui leur semble essentiel. Alors, M. Bureau, d'entrée de jeu, nous a dit qu'on vivait une crise des archives religieuses, qu'elle était bien réelle, que les archives religieuses étaient en mode survie, que malgré diverses études, mémoires, etc., depuis le début des années 2000, il y a un manque d'écoute, d'une part, et que d'autre part, on ne peut pas penser à trouver une solution unique. Bon, il s'ensuit, depuis au fil des ans, ça a amené un découragement, une perte d'expertise professionnelle, et évidemment, il y a une crainte que se développe une indifférence face aux archives religieuses, comme il y en a probablement déjà face même aux bâtiments religieux pour les raisons historiques que vous connaissez dans l'évolution du Québec face à la religion. Madame Gaulier nous a indiqué que les pierres sans les archives, ça ne parle pas beaucoup. En 2005, elle a participé à un exercice avec d'autres organismes à propos du sort des archives religieuses du Québec en commission parlementaire. Les archivistes ont alors exprimé leurs craintes, mais ça n'a pas vraiment changé grand-chose. Elle nous a signalé que dans les années 90, plusieurs communautés, surtout de femmes, avaient montré un réel intérêt pour sauver les archives et pour embaucher des archivistes laïques. Et il y a eu comme une espèce de point culminant, si on peut dire, avec la sortie de livres comme celui sur les Sulpiciens en 2007. Mais est-ce qu'on doit considérer ça comme un signal, un chant du signe, si je peux dire, qui nous indique qu'on est à l'approche d'un glas pour les archives religieuses quand on sait ce qui s'est passé justement chez les mêmes Sulpiciens il y a à peine 2 mois. Madame Laverdure nous a expliqué qu'évidemment, les Archives nationales du Québec ne peuvent pas tout accueillir. Et je pense que tout le monde peut comprendre ça. Nous a expliqué un peu le rôle et les critères particuliers de BANQ. Et nous a souligné que BANQ ne peut pas, ou le gouvernement ne peut pas acquérir de force les archives privées. Ça dépend évidemment de la volonté elle-même des donateurs. Cela dit, nous avons souligné que la banque BANQ possède déjà une bonne centaine de collections d'archives religieuses, ce qui est intéressant. Elle a ensuite parlé du deuxième volet, qui est celui d'appui aux archives, de soutien aux archives privées, incluant les archives religieuses. Et que depuis 2010, surtout, il y avait eu un soutien à 41 projets d'archives religieuses, totalisant un montant de 300 000 $. Monsieur Bissonnette, qui n'est pas plus optimiste que David Bureau, nous a éclairé un peu sur l'objectif de sa fondation qui présentement regroupe une vingtaine de communautés religieuses sur le territoire de Montréal et les environs. Mais c'est vraiment une petite partie des communautés religieuses parce qu'il nous a appris qu'il y en avait au moins 200 juste à l'échelle de Montréal. Alors, on peut imaginer ce que ça représente à l'échelle du Québec.
Et évidemment, individuellement, chaque communauté ne peut pas soutenir les archives à long terme, ne serait-ce qu'à cause du vieillissement, la fermeture ou l'abandon de leurs édifices pour des locaux plus petits. Et pour ce qui est des 20 communautés qui présentement participent à l'exercice, il y a aussi des différences de vue entre les communautés, bien qu'elles soient toutes intéressées par la survie et la préservation des patrimoines. Il y a évidemment un défi de ressources humaines et financières qui n'est pas négligeable. Cela dit, en bout de piste, on a un horizon de 5 à 10 ans maximum pour trouver une solution parce qu'il y a une fragilisation de ces communautés-là, fragilisation de toutes les démarches pour préserver les archives. Donc, il y a une urgence. Et une urgence aussi au niveau de l'espace, parce qu'à partir du moment où ces communautés-là vendent leurs édifices, où il y avait beaucoup d'espace, il faut trouver un endroit d'entreposage. L'État doit donc avoir du leadership et agir en amont au lieu d'attendre que la crise nous éclate en plein visage et qu'on découvre qu'une partie de nos archives qui sont très importantes pour l'histoire du Québec, qui a été très marquée par les communautés et par les communautés, les paroisses et les évêchés catholiques, qu'une partie de notre histoire se retrouve au rebut ou à l'étranger. Enfin, Frédéric Giuliano, qui nous a parlé des coupures abusives à BANQ, des lacunes du cadre législatif dans le domaine des archives, l'obsolescence de la loi sur les archives, des démarches que l'Association des archivistes a fait auprès des ministères et notamment du ministère de la Culture, des représentations qui sont demeurées essentiellement sans suite. Il y a évidemment une situation, il confirme aussi qu'il y a une situation de crise majeure dans le domaine non seulement des archives, mais aussi pour ce qui est des archivistes religieux, et que la numérisation ne peut remplacer des archivistes professionnels. Donc, il nous a dit qu'il fallait mettre un terme à l'omerta face à tout ce dossier-là, qu'il faut une stratégie nationale des archives, et notamment des archives pour ce qui est des archives religieuses, et une mobilisation de tous les membres, non seulement le gouvernement, mais les autres intervenants dans le domaine des archives au Québec. Alors, je ne sais pas si ça résume tant bien que mal ce qui a été dit, mais à partir de là, l'étape suivante consiste à un deuxième tour de table où on va inviter nos panélistes, dans le même ordre que précédemment, à nous faire part de pistes de solutions qu'ils peuvent envisager, que chacun d'entre eux envisage pour le moment. Certains en ont déjà mentionné dans leurs interventions précédentes, mais peut-être les réitérer pour attirer l'attention plus spécifiquement là-dessus. Et c'est ce qui sera le dernier tour de table avant la période de questions du public. Alors, notre premier intervenant, c'était M. Bureau. Si vous voulez réitérer ou nous parler des pistes de solutions que vous envisageriez. En fait, si vous le voulez bien, Richard, je proposerais qu'on débute déjà la période de questions puisqu'il est 14h48 afin d'offrir le temps à nos participants de poser des questions aux panélistes qui pourront résumer lors de leur prise de parole un aspect ou un autre qui leur tient particulièrement à cœur par rapport au sujet du jour. Alors, on va tenter de structurer la période de questions, d'abord avec des questions qui s'adressent à un intervenant en particulier. Par la suite, il pourra s'agir de questions générales qui pourront être répondues par un ou deux panélistes. Et enfin, s'il nous reste du temps, on pourra y aller avec des réflexions, des commentaires ou des suggestions venant de nos auditeurs aujourd'hui. Donc, j'ai déjà reçu une question par le chat. J'ai aussi des mains levées. Alors, je vais commencer avec la question reçue par le chat de M. Gaël Janin. Alors, c'est une question qui
qui s'adresse à Mme Laverdure. 2 projets d'état des lieux des archives religieuses ont été récemment abandonnés faute de financement. À quel niveau cela a-t-il bloqué? Quelles sont les raisons qui sont invoquées pour ce refus? Merci. Bonjour, je vais répondre. En fait, il y a de ça quelques années, à l'époque de Mme Bissonnette, je crois, le projet d'inventaire qui devait être mené par Bibliothèque et Archives nationales, je crois que ça ne faisait pas l'unanimité, que ce soit géré seulement par BANQ. Et le projet d'état des lieux, le financement a été refusé par le ministère de la Culture à l'époque. Donc, les années, je ne les ai pas ici, mais je pourrais vous les écrire. Est-ce que ça répond à la question? Je ne vois pas de réponse en direct. Donc, alors, je crois bien que oui. Maintenant, on va passer à une question de M. Jean-François Nadeau. Donc, votre micro est maintenant activé, M. Nadeau. Oui, bonjour. Je parle au nom du Devoir, comme journaliste au Devoir. Donc, vous dites que l'horizon est de 5 ans, plus ou moins. En fait, on a cessé de répéter ça depuis plusieurs années. La ministre vient d'annoncer un plan pour le patrimoine bâti. Je lui adresse régulièrement des questions, encore dans un entretien que j'ai eu avec elle vendredi dernier, sur les archives. Je ne peux pas vous dire que je reçois des réponses précises. Qu'est-ce qu'il faudrait donc faire pour sensibiliser à l'importance des archives? Est-ce que c'est une question qui s'adresse à un panéliste en particulier? Qui s'adresse à l'ensemble de votre panel. Je suis sûr que vous avez des bonnes réponses. Et j'apprécie par ailleurs les précisions techniques de BANQ, mais est-ce qu'au-delà du discours institutionnel, on peut finalement avoir des réponses sur qu'est-ce qui va être fait à l'heure actuelle pour les centres d'archives? Est-ce qu'il y a un plan qui est sur la table pour les archives privées pour essayer de les rejoindre, pour essayer de les coaliser, pour les mettre ensemble dans un lieu? Au-delà du fait qu'on en a déjà une centaine, là, pour l'avenir, qu'est-ce qui se passe maintenant? Alors. Je peux peut-être commencer. J'espère que mes collègues panélistes pourront intervenir davantage. Ce n'est pas vraiment ma spécialité, les archives, mais il reste qu'à la Fédération Histoire Québec, on est intervenu, comme je l'ai mentionné, à diverses reprises auprès des précédés, je dirais les 3 derniers ministres de la Culture. Et on a écrit régulièrement à propos aussi du dossier des centres d'archives privés. Parce que, comme je l'ai mentionné plus tôt, plus de la moitié de ces SAPA-là, les services d'archives privés agréés, font partie de notre fédération. Donc, évidemment, c'est un enjeu important pour nous. Malheureusement, même si on a écrit à diverses reprises là-dessus, on ne peut pas dire qu'on a eu de suite d'aucun des 3 ministres. On a même rencontré l'attaché politique de la ministre actuelle en décembre 2019 à ce propos-là. Il faut comprendre que la plupart du temps, les médias et nous-mêmes, on est très sensibilisés aux démarches d'entreprises par des municipalités ou des promoteurs pour démolir des édifices, et ça frappe vraiment l'imaginaire quand on voit un édifice, une église ou quoi que ce soit crouler sur le pic des démolisseurs. Les archives, c'est plus en arrière-plan et ça ne provoque pas de réaction aussi forte de la part de l'ensemble de la population. C'est un peu dommage. Évidemment, quand on est étudiant en histoire ou comme moi, travailler aux Archives publiques du Canada, puis qu'on est écrit soi-même, on connaît l'importance des archives, mais la plupart des gens, je pense, que ne le voient pas et voient encore moins l'importance des archives religieuses dans un contexte où, depuis la fin des années 60, et finalement, il y a un désengagement face à la religion catholique qui affecte non seulement la préservation des bâtiments religieux,
mais aussi tout ce qui tourne autour de la religion. C'est un peu comme si je peux résumer une expression qui vient de l'anglais, on voulait jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est sûr que c'est un enjeu important. La ministre semble maintenant très sensibilisée à la question du patrimoine bâti. Naturellement, le rapport de la vérificatrice générale nous a donné un bon coup de pouce. Ça prendrait peut-être un autre rapport du même genre pour parler d'archives religieuses. Et le coût des sulpiciens, je pense que déjà lance une sonnette d'alarme, mais c'est peut-être pas suffisant pour faire réagir tout l'appareil gouvernemental. Merci. Est-ce que Mme Laverdure, vous souhaitez compléter? Oui, absolument. Les archives nationales, c'est certain que nous vivons la même chose, je crois, que les archives religieuses. On a des espaces limités, on a des ressources limitées, des ressources financières limitées. Si je regarde les archives au Québec en général, que ce soit les archives religieuses ou les archives gouvernementales, malheureusement, ça passe toujours en second plan. Donc, les archives religieuses, je dirais que vous n'êtes pas différents. Là où c'est différent, c'est la sensibilité, c'est l'accès aussi, je dirais, aux communautés elles-mêmes pour vendre l'importance ou communiquer cette importance-là de conserver les archives et de les rendre disponibles, accessibles aux chercheurs, aux citoyens du Québec. Nous, c'est sûr qu'on peut offrir notre expertise, on peut aussi vous accompagner et parler à la ministre en votre nom et en notre nom, bien sûr, au nom de tous, les sensibiliser à l'importance de conserver ces archives-là au Québec. Je comprends aussi qu'il y a une urgence au niveau des archives religieuses et on ne peut pas tout faire, il faut le faire ensemble. Puis chacun dans notre créneau, chacun dans notre expertise, créer un groupe de travail ou une force, puis aller aussi convaincre les citoyens, informer les citoyens de l'importance de ces archives-là. Et tout à l'heure, j'entendais que c'est vrai, les citoyens pensent que les communautés sont très riches, mais si elles sont riches, qu'elles soient riches ou non, si elles mettent les archives en toute dernière priorité, ça ne change rien. Donc, il faut les convaincre, il faut les sensibiliser à l'importance. Et je pense qu'en se regroupant, on va être plus fort pour le faire. Est-ce que je peux me permettre une question un peu complémentaire? Oui. Oui. Écoutez, la ministre semblait dubitative devant l'avenir d'un bâtiment dont l'aspect religieux est indéniable. C'est la bibliothèque Saint-Sulpice qui est vouée à faire un centre un peu tendance pour les jeunes, mais le projet est arrêté. Est-ce qu'il n'y a pas là un lieu qui est tout à fait acceptable pour accueillir des archives considérables et qui serait plus que bien placé et complémentaire avec les archives à proximité de bibliothèques et archives de la grande bibliothèque? Est-ce qu'il n'y a pas là une matière à vous coaliser pour demander l'accès à un édifice comme celui-là? Ce serait magnifique, ce serait incroyable. Ça prend de l'argent, ça prend un appui financier, bien sûr. Donc, il faudra aller voir l'intérêt de la ministre. Ça, ce n'est pas mon travail, hein? Non, je parle à mes collègues. Très bien. Je pense que M. Bureau veut intervenir. Oui, moi, personnellement, vous me pardonnerez mon ton, mais nous, on n'enverra plus de rapport vers le ministère. On n'en peut plus d'écrire des études, de faire des présentations qui finissent sur des tablettes probablement, qui sont noyées avec d'autres documents produits. Si on veut attirer l'intérêt du ministère, eh bien, allons-y avec ce qui serait peut-être le moyen de l'époque, en montrant, en illustrant par des photographies, par des courtes vidéos, l'état lamentable dans lequel se trouvent certaines archives patrimoniales ou, au contraire, en utilisant les médias sociaux pour montrer à quel point certains services d'archives font des pieds et des mains pour réussir à sauvegarder des documents qui ont 100, 200, 300 ans.
je pense que le travail va se faire là-dessus. Si la ministre ne montre peu d'intérêt pour les services d'archives religieux, c'est peut-être parce qu'elle n'a aucune idée à quoi ça ressemble un service d'archives religieux. Donc, au lieu de lui écrire une lettre, moi, je lui enverrai un bel album photo numérique, s'il faut, dans lequel je lui dirais, voici ce qui se fait de mieux au Québec en matière de conservation d'archives religieuses et voici ce qui se fait de pire au Québec en matière de conservation d'archives religieuses. Tout de suite en tête, comme ça, je pense que ça serait une façon non seulement d'alerter le ministère, mais aussi la population sur ce qui les entoure. Parce que les archives ne sont pas au 6e sous-sol, cachés en dessous d'un évêché. Là. Ils sont au coin de la rue, dans des bâtiments qui appartiennent à des communautés religieuses et qui sont, somme toute, assez accessibles. Donc, la première question pour soulever l'intérêt du ministre, ça serait de lui montrer à quoi ressemblent les archives religieuses. Maintenant, en ce qui concerne Saint-Sulpice, je me souviens, il y a plusieurs années de ça, le RAR avait abordé la question. On cherchait à ce moment-là, avec la TECARM, à voir s'il y avait une opportunité de s'installer à Saint-Sulpice. De mémoire, on nous avait dit que le projet avait été réservé par d'autres organismes et que le montage qu'on avait à ce moment-là pour investir la bibliothèque de Saint-Sulpice n'était pas suffisamment solide. Donc, ça a déjà été mis sur la table. Ça a été mis de côté au profit de la bibliothèque expérimentale numérique pour les jeunes. Mais si le bâtiment est vide maintenant, mon Dieu, pourquoi ne pas essayer d'ouvrir la porte et voir s'il y aurait manière de trouver une solution dans cet espace-là, au moins pour Montréal. Mais je rappelle que la crise, elle n'est pas que montréalaise, elle est provinciale. Merci, M. Bureau. J'ai vu que Mme Collier souhaitait intervenir. Oui, c'est simplement pour préciser qu'il y a eu aussi un projet pour Saint-Sulpice, pour la bibliothèque de musée de l'histoire de l'éducation, qui avait été piloté par des collègues de l'UQAM pour regrouper justement les archives de communautés religieuses enseignantes. On y avait consacré un colloque, un congrès de l'ACHEC, et ça n'a pas abouti. Et M. Bissonnette voulait aussi intervenir. Rapidement, juste pour préciser un peu peut-être mon propos précédent, mais moi je pense qu'au niveau de la sensibilisation, là, à ce moment-ci, à la lumière de la discussion qu'on a, ce n'est pas auprès des communautés religieuses qu'il faut faire de la sensibilisation. De leur côté, elles sont confrontées à des décisions difficiles quand vient le temps d'établir des priorités avec l'argent qu'elles ont de disponible. Et bon, des fois, les archives arrivent en fin de liste, mais les communautés religieuses, du moins toutes les communautés que j'ai eu la chance de visiter, ont toutes dans leur histoire porté une grande attention à leur patrimoine et à leurs archives. Donc, on n'a pas à les convaincre de l'importance de ce patrimoine-là. Je penserais qu'à ce moment-ci, c'est probablement la ministre et le gouvernement qui mériteraient d'être sensibilisés adéquatement aux enjeux et à l'urgence d'agir auprès des communautés religieuses en les invitant à trouver une manière de faire abstraction peut-être du fait religieux et se concentrer sur le fait historique qui se retrouve là-dedans. Il y a des fonds d'archives là, qui ont des documents qui datent de la Nouvelle-France. Comment peut-on penser que ça va être aliéné ou retourné dans un pays étranger? Il faut que la sensibilisation se fasse rapidement auprès des autorités politiques et gouvernementales, je pense, dès maintenant, même. Pas auprès des religieux. Et je crois que Frédéric souhaite aussi commenter. Oui, merci, Joanne. Merci de la question, M. Nadeau. À l'instar de mon collègue David Bureau, là, je crois qu'il nous faut, c'est urgent d'entendre les voix des archivistes, des voix qui sont incarnées, qui incarnent justement le problème, la réalité. C'est des voix qu'on n'entend pas, on les perd dans le discours lorsqu'il est existant institutionnel ou dans un discours très aplati d'une situation, alors qu'elles sont criantes, ces voix-là, alors qu'elles sont chargées d'émotions. On a besoin de les entendre. Ça, c'est d'une part.
D'autre part, l'échec du projet Saint-Sulpice est déplorable. Qu'il n'y ait aucun plan d'avenir pour cette bibliothèque-là, ou ce lieu-là est signe vraiment d'improvisation au ministère de la Culture, c'est évident. Je déplore aussi, encore une fois, un manque de leadership là, de la part des, je dirais, des poids lourds culturels. Je ne comprends pas pourquoi nos institutions nationales, en l'occurrence BANQ, n'est pas en mesure de jouer un rôle plus actif dans la création d'un plan d'intervention ou à tout le moins de rallier autour de la table des intervenants qui seraient prêts vraiment à agir d'une façon très concrète et non pas simplement dans, je dirais, l'expression d'une volonté consensuelle. Alors, est-ce que, M. Nadeau, ça répond à votre interrogation? Oui, je vous remercie. Juste vous dire que vous avez toujours mon écoute. En tout cas, vous pouvez m'appeler, je réponds. Puis que quand vous m'écrivez, si je ne réponds pas, il y a quelque chose de louche, réécrivez-moi. Merci beaucoup. Alors, je n'ai pas d'autres mains levées là, de la part des participants, ni d'autres messages via le chat. J'en profite pour inviter les auditeurs qui souhaiteraient poser des questions, donc à lever la main ou à communiquer via l'outil de clavardage qui est situé au bas de l'écran dans la barre d'outils. On peut passer à des questions générales ou encore des réflexions, des commentaires que vous souhaiteriez émettre au panel et aux participants en général. Alors, il n'y a pas de manifestation de ce côté-là. J'ai entendu donc un message très fort en provenance du regroupement des archivistes religieux. J'en profiterai, étant donné qu'on n'a pas fait le deuxième tour de table tantôt, M. Bureau, de vous céder la parole si vous aviez un ajout à faire à la discussion. En fait, écoutez, en quelques secondes, il faut surtout trouver une façon pour engager et maintenir les dialogues entre les autorités religieuses, les diocèses et les supérieurs. Ce que la FAR fait déjà, ce qui se fait ailleurs aussi au diocèse de Québec, à l'archidiocèse de Sherbrooke, on a été capable d'établir des liens entre le diocèse et les supérieurs de certaines communautés. On a des solutions qui sont en marche de ce côté-là, sur ces territoires-là et qui semblent porter fruit. Donc, moi, je pense qu'une première chose à faire, ce serait d'essayer d'abord de rencontrer tout le monde dans les diocèses qui sont intéressés et inquiets par la situation des archives religieuses pour que ces gens-là puissent se parler d'abord. Une fois que cette rencontre-là est faite, la force du nombre va faire en sorte que ça va être beaucoup plus facile d'aller vers les pouvoirs municipaux, régionaux, même à la limite, pourquoi pas fédéral. Pas tant pour aller chercher plus d'argent. De toute façon, les archives sont les parents pauvres du patrimoine, mais déjà, au moins pour avoir des appuis politiques, pour qu'on puisse mettre en marche des solutions, pour qu'on puisse aller vers l'application matérielle de solutions, pas juste de faire des rapports à n'en plus finir, mais vraiment de débarrer une porte pour qu'on puisse emmagasiner les archives, les mettre en sécurité. Une fois que ça va être fait, ça va juste être de convaincre les communautés que ça vaut la peine de laisser leurs archives entre les mains d'un lieu qui est appuyé par le diocèse, par les autorités civiles, par les professionnels de l'AAQ, du RAR ou de d'autres représentations professionnelles, et d'en faire la meilleure solution plutôt qu'un déménagement vers la maison mère ou la dispersion de fonds. Après ça, c'est de tisser des liens avec des organismes civils, publics, privés, les sociétés d'histoire, les sociétés savantes, les universités, les musées, les maisons de la culture, parce que c'est eux qui vont avoir le gros bout du bâton dans la dispersion des archives, pas dans la dispersion, dans la diffusion des archives. Les communautés religieuses, là, leur job, c'est de conserver leurs archives d'abord et avant tout. Une fois que cette conservation-là est bien faite,
la diffusion, elle peut être, ça peut servir de levier, ça, la diffusion, pour justement nourrir des plus petits organismes qui vont tirer avantage d'avoir accès à des archives religieuses de qualité, bien conservées, bien décrites, et qui vont pouvoir animer partout en province des activités culturelles, artistiques, puis on peut l'espérer aussi, parce qu'on parle d'archives religieuses, des activités spirituelles. Donc, il ne faut pas perdre de vue qu'on ne parle pas d'archives d'entreprises de biscuits ici, là. On parle de l'institution Église. Donc, il y a ce pan-là, cette réalité-là des archives religieuses qu'on ne peut pas balayer sous le tapis. Merci, M. Bureau. Je serais portée d'activer le micro de M. Bissonnette qui nous a parlé, dans le fond, du projet de la Fondation Archives et patrimoine religieux du Grand Montréal qui regroupe plus d'une vingtaine de communautés religieuses. Je pense que c'est très salutaire comme formule et heureusement que ce filet-là se tisse actuellement pour répondre à la situation que notre société vit dans son élan actuel, sans le qualifier. Donc, peut-être que vous pourriez nous parler des développements de projets avec le centre d'archives en tant que tel sur lequel vous travaillez. Oui, bien, écoutez, on travaille effectivement activement là, avec une vingtaine de communautés. Pour faire un petit historique, on est toujours... les communautés qui sont membres chez nous sont très mobilisées, demeurent très actives et sont prêtes à investir et consacrer les énergies requises là, pour mener à terme le projet. On est toujours à l'étape d'identifier le meilleur lieu pour installer notre centre. La petite histoire récente de notre projet nous avait amené, il y a quelques années de cela, à focusser nos énergies sur un projet autour de la Cité des Hospitalières à Montréal, dont la Ville de Montréal avait fait l'acquisition dans les derniers moments de l'administration de Denis Coderre. La Ville avait acquis en fait le couvent des religieuses hospitalières de Saint-Joseph. Et les énergies étaient focusées sur la mise en place de notre projet dans ce bâtiment-là. Maintenant, vous connaissez l'histoire comme moi, et comme je disais précédemment, on ne la refera pas, mais il y a eu changement d'administration et disons que les orientations pour le bâtiment en question ont changé. Ils ne sont toujours pas connus, ceci dit, mais les orientations ont changé de sorte que nous, on est aujourd'hui à la recherche d'un lieu. On est à l'étape de travailler sur une équipe de professionnels là, qui sont à faire une étude comparative entre deux sites pour nous accompagner et nous guider dans la recherche du meilleur endroit possible. Et suite à ça, bien évidemment, nous, les choses vont se mettre en place pour préparer. Il y a beaucoup de travail à faire en amont auprès des communautés. Je le disais tantôt, c'est très variable au niveau de la qualité des différents fonds d'archives. Donc, il y a beaucoup de préparation. Il y a des communautés qui sont, je le répète, dans un sentiment très, très urgent, là, qui doivent déménager leurs équipements et leur centre d'archives au complet sur un horizon de 18 mois. Donc, la situation, quand je disais précédemment qu'on n'avait pas beaucoup de temps devant nous, les actions sont concrètes et je renchérirais pour ajouter le fait que souvent, on a l'impression qu'il reste du temps puis qu'on peut faire des consultations puis des inventaires puis tout ça, mais la réalité, c'est que les communautés religieuses, parfois, quand c'est le temps de prendre des orientations sur des bâtiments, ils vont saisir des opportunités. Peut-être que si on leur demande aujourd'hui quel est leur horizon, ils vont nous dire que dans 5 ans, ils entendent vendre tel couvent ou tel autre, mais qu'une occasion va se pointer et qu'ils vont devancer leur planification pour le faire 2 ans plus tôt. Mais quand il y a un centre d'archives impliqué là-dedans et toute la préparation que ça implique, comme déménagement et comme préparation, c'est pas simple. Et c'est à ce moment-là où il y a des décisions
sont précipités, mais qu'il faut comprendre la raison pour laquelle les religieux les prennent. C'est à ce moment-là où il faut être en mesure d'agir puis d'accompagner et d'avoir des professionnels pour répondre et aider les communautés. Et il faut aussi bien comprendre que, OK, les grandes communautés ont souvent à leur emploi actuellement des professionnels, archivistes, muséologues et compagnie, mais que dans plusieurs cas, ils n'en ont pas. Ils n'ont pas de ressources. Ils ont parfois encore des religieux qui ont suivi à gauche, à droite des formations, mais qui sont, comme tous les autres, souvent vieillissants. Donc, il y a un déficit d'expertise quand vient le temps de prendre les décisions relativement à ce qu'on va élaguer ou pas. Donc, il y a nécessairement un appui qui est requis. Et il faut aussi, pour conclure, là, je pense, un peu mettre peut-être un peu moins d'emphase sur la question des centres d'archives agréés. C'est vrai que c'est quelque chose d'important. On y aspirera de notre côté, évidemment, en temps opportun, mais il faut être en mesure d'offrir de l'aide à des centres d'archives privés qui ne sont pas agréés. La majorité des centres d'archives des religieux, ils ne sont pas agréés. Mme Laverdu nous l'a mentionné tantôt, il y en a 3, il y en a 4 au Québec, sur 200 communautés et plus. Donc, il faut être capable d'offrir de l'aide à des gens qui en ont besoin, peu importe leur statut. Là. Voilà. Merci, M. Bissonnette. Au moment même où je vous posais la question, il y a quelqu'un qui a posé exactement la question sous forme anonyme. Alors, ça une pierre deux coups. Maintenant, j'ai une question de M. Stéphane Martel qui s'adresse à tous les panélistes. Donc, qui va comme suit. Peut-on penser aussi à un rôle des municipalités dans la préservation et la mise en valeur des archives religieuses? Si oui, lesquelles? Je peux peut-être commencer un début de réponse. Je pense que les municipalités pourraient potentiellement offrir des locaux. Il peut y avoir des locaux vides, qui sait, avec la pandémie. Je pense que les municipalités ont tout à gagner à soutenir les communautés religieuses et à favoriser le patrimoine québécois, donc mettre en valeur le patrimoine de sa région. On souhaite que les archives restent dans leur région où elles ont été créées. Donc, je pense que c'est une opportunité pour les municipalités d'offrir des espaces. Peut-être que les services d'archives agréés pourraient offrir un soutien également pour la diffusion. Qui sait, pourquoi pas un local pour le SAPA et pour la diffusion des archives religieuses. Il faut penser à des collaborations de plus en plus, je pense. J'ai une autre question. Merci, Madame Laverdure. Elle provient de M. Lacasse, Marc Lacasse. Peut-on relancer le ministère de la Culture et des Communications pour un état de la situation? Les intervenants d'aujourd'hui pourraient le faire d'une voix qui pourra soutenir un organisme qui doit disposer de 500 boîtes dans 5 mois. Alors, je pense que c'est une piste d'action qui est suggérée ici. Absolument. Je pense qu'il faut le faire. D'accord. Est-ce que quelqu'un, un des panélistes souhaiterait s'exprimer? M. Bureau? C'est ce que vient de dire M. Lacasse, c'est ça qui se passe présentement. C'est exactement ça qui se passe. On parle peut-être pas des 500 boîtes, mais des communautés qui en ont 45, 50, 150, 200 et qui ne savent pas où aller avec leurs archives et à qui on va dire, ben, réduisez au minimum. Vous en avez 200, descendez à 150. Vous êtes rendu à 150, descendez à 125. Vous avez été capable d'aller jusqu'à 125, ben, descendez à 75. C'est ça qu'on demande présentement à certaines communautés religieuses. C'est ça à quoi elles font face. Puis je comprends, tout le monde veut, tout le monde fait des gros efforts là-dedans. Les congrégations, les diocèses, les intervenants, les archivistes, tout le monde est de bonne foi. Mais ce que j'entends des voix qui me répètent,
L'urgence, c'est que dans beaucoup plus rapidement qu'on pense, il y a des communautés qui vont quitter leur demeure et qui ne savent pas quoi faire avec leurs archives. Pas parce qu'elles n'ont pas d'archivistes, pas parce qu'elles n'ont pas à cœur leurs archives, mais parce qu'il n'y a pas d'endroit pour accueillir leur boîte. Très bien, merci. On enchaîne avec une question de Éric Légaré-Roussin qui s'adresse à l'ensemble des intervenants. Outre les congrégations et les communautés religieuses, les archives paroissiales offrent de la documentation sur la vie sociale et religieuse d'individus qui ont souvent laissé très peu de traces écrites. Ces archives sont souvent mal conservées, voire détruites, et les fabriques ne voient pas toujours l'intérêt de les conserver. Comment pourrait-on favoriser la conservation des archives paroissiales, notamment en milieux ruraux, où les sources ne sont pas toujours nombreuses? Les diocèses qui doivent récupérer les archives des paroisses lorsqu'elles font face à une fermeture, une fusion. Il y a des outils qui ont été développés par l'Assemblée des évêques du Québec qui sont des bons outils, des plans de conservation, des calendriers de conservation et avec certaines congrégations, pas congrégations, mais certains diocèses, certaines paroisses, fermeture soudaine. On a vu au début du mois d'octobre une paroisse dans la Naudière vendre des tableaux qui remontaient au 19e siècle et le diocèse semblait ne pas être au courant de la situation. Donc, des fois c'est qu'on se réveille un matin puis la décision de fermer une paroisse est peut-être venue plus rapidement. Le public n'est pas toujours au courant. Mais pour les archives paroissiales, c'est essentiel que les diocèses s'en mêlent. Encore là, on va le dire, ceux qui font un travail exceptionnel en maintenant, c'est le diocèse de Québec et l'archidiocèse de Sherbrooke, parce qu'eux ont décidé d'avoir des services avec des professionnels qui gardent un œil sur ce qui se passe, qui vont intervenir auprès des conseils de fabrique. Il faudrait que tous les diocèses s'inspirent de ce qui se fait à Québec et à Sherbrooke, non seulement pour venir en aide aux archives paroissiales, mais pour aller vers les archives des congrégations. Donc, le mouvement, il doit venir de là. On va le dire, là, le point de départ pour la sauvegarde des archives religieuses, ce sont les diocèses. C'est eux qui doivent mettre en marche la roue pour sauvegarder les archives de leur paroisse et les archives de leur congrégation qui sont sur leur territoire. Si eux se mettent en marche, après ça, ça va tellement être plus facile d'aller vers les sociétés d'histoire, vers les universités, vers les musées régionaux, non pas pour envoyer les archives là-bas, mais pour aller chercher une collaboration. C'est de ça qu'on a besoin. On a besoin d'une collaboration et on a besoin de cette collaboration-là rapidement. Excellent, merci beaucoup. J'ai une autre question ici, une question anonyme. Il y a sans doute beaucoup de livres et d'objets qui sont en exemplaires très nombreux si on additionne les archives, bibliothèques et collections de toutes les communautés, qu'elles soient vouées à l'éducation, aux soins ou autres. Ne faudrait-il pas essayer de regrouper les bases de données de toutes les communautés ou du plus grand nombre possible de communautés pour éviter les doublons et ne conserver que les exemplaires en meilleur état dans une ou quelques collections regroupées? Est-ce qu'un panéliste, M. Bissonnette? Oui, je peux parler évidemment de ce que je connais auprès de nos 20 communautés qui sont membres chez nous, et c'est tout un défi. Le commentaire est très pertinent, évidemment, surtout quand on regarde les bibliothèques, parce que, bon, plusieurs communautés ont conservé les mêmes collections au fil du temps. L'objectif serait évidemment de garder les meilleurs exemplaires, mais la problématique, c'est que ce n'est pas documenté de façon égale. On n'a pas l'inventaire de tout ça. Donc, le défi des bases de données est un défi imposant. Le défi aussi
au niveau du temps pour aller vérifier chacune des collections. Mais le commentaire est pertinent. C'est clair que c'est quelque chose qu'il faudrait faire pour travailler en amont, mais c'est un défi colossal. Et Mme Collier, je veux rebondir peut-être rapidement en 2 minutes. Tout à fait. Non, ben c'est certain que, je veux dire, on ne pourra pas établir l'équivalent du CADOC au Québec, c'est trop tard. La question de je dirais, d'une certaine fusion des collections est très, très difficile à réaliser parce qu'on est on est dans l'urgence. C'est ça que je trouve tout à fait terrible et je compte beaucoup sur la concertation, les échanges d'informations pour qu'on ait, même si on n'arrive pas à avoir, je dirais, un document maître sur la question, qu'on puisse au moins échanger ensemble beaucoup d'informations pour pouvoir s'aider mutuellement et développer des solutions. Je trouve que on est vraiment dans l'urgence et je pense que M. Bureau, de ce point de vue-là, a tout à fait raison. Mais je veux dire, il y a de très beaux projets qui auraient pu se réaliser du temps où il y avait encore les moyens, les humains et les humaines pour créer de nouvelles institutions vastes et solides. Ce temps-là, il est fini. Il est passé. Donc, on va effectivement réagir toujours dans l'urgence. Mais ce qui ne veut pas dire ne rien faire. Bien sûr. Merci, Mme Collier. Alors, il y a eu des commentaires là, qui se sont enchaînés et là, le débat est lancé sur le clavardage. On pourra conserver ces discussions, les consulter, chers panélistes. Merci beaucoup pour votre participation au panel. Merci aux participants d'avoir été là, d'avoir posé des questions. Et maintenant, j'aimerais céder la parole à M. Bégin pour le mot de la fin. Merci beaucoup. J'aimerais, en terminant, ça va être assez bref, j'aimerais d'abord remercier le Conseil du patrimoine religieux du Québec d'avoir organisé ce panel. J'aimerais remercier plus particulièrement Joanne Picard, qui, je le sais, a travaillé ardemment pendant quelques semaines sur ce dossier, qui m'a guidé aussi. Ainsi que Marc Lacasse qui a participé à nos discussions préliminaires pour nous aider à préparer ce panel-là. J'aimerais évidemment remercier les 5 panélistes, David Bureau, Brigitte Collier, Hélène Laverdure, Simon Bissonnette, Frédéric Duyano, ainsi que en fait, plus que 200 participants à ce qui va être un record qui va être difficile à battre pour nos futurs forums ou colloques. Mais merci à tous d'avoir été présents cet après-midi pour un sujet qui ne fait pas nécessairement les manchettes, mais qui devrait peut-être le faire davantage. Merci beaucoup à tous et bonne fin de journée.